Bonsoir et soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut les amis. Bonsoir. Salut à tous. L'actualité du jour, c'est la colère paysanne qui s'embrase de nouveau à propos du Mercosur, cet accord commercial conclu entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud. Jusque-là, hostile, Emmanuel Macron avait semé le trouble en semblant être prêt à accepter cet accord. Changement de ton aujourd'hui à l'issue d'une rencontre avec les agriculteurs. Le président de la République a été extrêmement clair pour dire que le projet d'accord tel qu'il existe aujourd'hui recueillera un non très ferme de la France parce que ce projet d'accord ne protège pas les intérêts de nos agriculteurs. Alors à quelles conditions la France pourrait-elle finir par approuver ce traité de libre-échange soutenu par la plupart des pays européens? Cet accord pourrait-il être gagnant pour notre économie en favorisant nos exportations industrielles vers l'Amérique du Sud au moment où Donald Trump taxe fortement nos produits? On en débattra. Et puis, on vous retrouvera bien sûr en fin d'émission, Théophile Cossa et Xavier Mauduit. Oui, avec une nouvelle trouvaille de Donald Trump après l'élection d'un démocrate à la mairie de New York, Zoran Mamdani. Eh bien, Donald Trump a inventé la semaine de l'anticommunisme. Rien que ça, c'est l'occasion de rappeler qu'il existe un parti communiste aux États-Unis, In Marx We Trust. On verra ça. Et vous, Théophile? On part dans l'espace. Je vous parle d'une comète, mais pas n'importe laquelle. Une comète interstellaire qui ne vient pas de notre système solaire. Un phénomène rarissime, seulement la troisième qu'on observe dans l'histoire. Elle passe en ce moment tout près de notre Soleil. Timing parfait pour déceler tous ses secrets. Les comètes interstellaires, je vous raconte comment ça marche. Bref, une comète super chouette. À tout à l'heure, les amis. Mais pour commencer, on reçoit un tandem qui n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs d'ailleurs. L'actrice Blanche Gardin, qui joue une exploratrice assez givrée dans le film L'incroyable femme des neiges, en salle aujourd'hui. Et Nicolas Dubreuil, le vrai explorateur, qui a coordonné la partie de ce tournage peu ordinaire dans les glaces du Groenland où il vit la moitié de l'année. Bonsoir Blanche Gardin. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Dubreuil. Bonsoir. Laissez-moi vous présenter Anna Ndiaye et Marion Lourd. Bonsoir. Alors Blanche Gardin, dans ce film L'incroyable femme des neiges, vous incarnez une exploratrice un petit peu spéciale qui part comme ça à l'aventure en quête, en fait, une sorte de quête. D'abord, d'ailleurs, une quête de l'introuvable Yéti à laquelle elle est à peu près la seule à croire. Le fameux Kivitok. C'est quoi, votre Kivitok? C'est quoi ce Kivitok que vous recherchez, vous, Blanche Gardin? C'est plein de choses, le Kivitok, mais c'est quelque chose en tout cas qui pousse à recréer des autres circuits pour trouver des solutions quand on se heurte contre le monde. En fait, retrouver un peu de créativité et se dire que une autre solution existe autrement. Et c'est aussi ce que cherche votre personnage dans ce film. Et pour partir à la recherche de ce Kivitok, vous étiez accompagné, guidé au Groenland par Nicolas Dubreuil, qui connaît ô combien la région pour y vivre d'ailleurs la moitié de l'année. Si vous étiez aussi bien guidé, c'est parce que vous avez, Blanche Gardin, le profil idéal pour cette quête. Et c'est ce que va nous montrer maintenant Gaël Legrand. Blanche Gardin, dans L'incroyable femme des neiges, vous incarnez un personnage qui vous semble très proche car, dites-vous, le récit dresse un hommage à ceux qui butent contre la normalité. Alors, ne pas rentrer dans le rang est-il une force? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. À l'âge de 17 ans, vous fuguez dans le sud de l'Italie où vous faites la Manche. Votre père vous retrouve à Naples et il vous emmène à l'hôtel. Le portier me refuse l'entrée en me prenant certainement pour une pute. En 1996, vous soutenez les sans-papiers de l'église Saint-Bernard à Paris et vous apparaissez en une de l'Humanité le lendemain de l'expulsion par les CRS. Après Il faut que je vous parle, votre premier seul en scène en 2014, vous proposez Je parle toute seule en 2017. Moi, ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui te disent « Non, mais moi, je regarde justement pour voir à quel point c'est de la merde. » Un an plus tard, vous enchaînez avec Bonne nuit Blanche. La première fois que tu rencontres quelqu'un, tu veux pas lui parler de ta dernière éjaculation faciale, hein? Et même si c'était il y a 10 minutes, non. Hein? Non. On va aborder des sujets légers. Scénariste, actrice, réalisatrice, vous initiez ou participez à de nombreux films et séries sans jamais vous répandre en promo. En juillet 2024, lors d'une soirée caritative pour Gaza, vous interprétez un sketch avec Aymeric Lompré. J'ai posté un appel à manifester pour le cessez-le-feu. Et tu n'as pas senti que c'était antisémite? Bah non, au début non, j'ai pas... Enfin, Blanche, enfin!
Vous recevez des insultes sur les réseaux sociaux, vous êtes agressé verbalement dans la rue. Aujourd'hui sort donc l'incroyable Femme des Neiges, tournée en partie au Groenland grâce à l'explorateur Nicolas Dubreuil. Je suis venue pour mettre noir sur blanc l'avancée de mes recherches au calme. Et par la même occasion, essayer de raconter un peu de ma vie. En février dernier, vous déclariez « Je m'en suis toujours remise au destin. J'ai souvent provoqué des chocs qui m'ont permis de prendre la tangente. » Et alors, à propos de choc, Blanche Gardin, quel choc ça vous a fait, votre arrivée au Groenland, justement? C'est quoi? Quel choc ça représente pour vous? C'est quelque chose d'assez ineffable. Donc c'est dommage dans une émission de télé. Faites un effort. Mais, non, je dis souvent que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Mes parents étaient des grands voyageurs, donc ils nous ont fait faire des grands tours du monde, mais dans des conditions de vrai voyage. Ils nous foutaient dans la Renault 9 et on partait à l'autre bout du monde ensemble, comme ça. Et donc j'ai toujours cru que j'avais un peu tout vu, tout vécu en termes de voyage. Et quand je suis arrivée au Groenland, il s'est produit quelque chose de complètement nouveau, un espèce de déplacement que j'avais absolument jamais vécu, et qui n'était pas seulement culturel, qui était aussi d'ordre, je dirais, spirituel. Je ne suis pas une personne très spirituelle, et pourtant, là, on est quand même un petit peu obligé de se heurter à cette réalité-là, c'est-à-dire à cette partie de la réalité dans laquelle on ne vit pas du tout, nous, mais dans laquelle eux vivent, c'est-à-dire que il y a un monde invisible qui existe tout autant que ce monde-là, et ça se sent immédiatement. Ensuite, c'est des gens, les Inuits, les Groenlandais sont des gens qui sont dans un espèce de présent hyper impressionnant, ultra doux, alors qu'ils vivent quand même dans des conditions, on ne peut pas faire plus adverse au monde que vivre là-haut dans les villages de chasseurs. Et donc tout est extrêmement figeant dans quelque chose de... Ça sidère, ouais. Et Nicolas Dubreuil, justement, à propos des conditions adverses, le froid, les ours, voilà, vous vivez là-bas la moitié de l'année, mais coordonner un tournage dans ces conditions-là, ça se passe comment ? C'est l'enfer. Ah oui, voilà. Ah oui, et puis en plus on a été vraiment gâtés parce qu'on est tombé à une période où le réchauffement climatique, les conditions de glace sont très très compliquées, et puis t'emmènes des gens qui sont pas habitués quand même à vivre dans ces conditions, où la majeure partie de l'année il fait quand même moins 30, moins 35, et où tout est dangereux, quoi. Alors ça veut dire justement tout est dangereux, disiez-vous, des consignes de sécurité extrêmement strictes que vous avez données à toute l'équipe. Et ça donne ce dessin de Philippe Catherine, qui évidemment est avec vous dans le film. Et cette phrase, chaque doigt est une saucisse. Oui. Donc ça, c'est une phrase que vous avez prononcée pour rassurer en quelque sorte votre équipe. Ça mérite explication quand même. Un tout petit peu. Mais non, c'est parce qu'il y a des chiens partout. Dans des villages comme ça, il y a 900 habitants, il y a 1200 chiens. Et les chiens, c'est des chiens qui sont dressés pour la chasse à l'ours, c'est des chiens de travail, donc on ne peut pas les caresser. Donc voilà, je disais que surtout vous ne caressez pas les chiens, puisque quand vous tendez votre main, ce que voit le chien, c'est 5 saucisses. Voilà. Et ça donne ce très beau dessin de Philippe Catherine qui est à l'affiche de ce film avec vous, bien sûr, et avec Bastien Bouillon aussi. Tout de suite, on va regarder un extrait de la bande-annonce. Aller au Groenland, n'importe quoi. C'est son mec, tu crois? Oh non, ah non. Pauline, c'est quoi? C'est un pèlerinage que tu nous fais? C'est parti. Certes, je n'avais peut-être pas réussi à percer tous les mystères que recouvrait l'univers. Plein le cul, la famille, plein le cul. Mais c'est ici que j'avais trouvé un sens à ma vie. Bon, alors là, on a un bon aperçu des blagues qu'il peut y avoir dans le film. Il y en a aussi sur le réchauffement climatique entre les deux acteurs inuits. Vous parliez tout à l'heure, Nicolas Dubreuil, de la fonte des glaces, mais Blanche Gardin, vous l'avez vu, vous, le réchauffement climatique en arrivant au Groenland? Je ne l'ai pas vu en arrivant au Groenland, parce qu'évidemment, en plus, pour nous, on a l'impression d'arriver vraiment à l'intérieur d'un congélateur. Enfin, c'est pas du tout... Pour nous, il n'y a pas du tout... Voilà. Seulement, par contre, j'ai eu l'occasion d'aller présenter le film à Anouk, qui est beaucoup plus au sud de la capitale, qui est à peu près 20 000 habitants, je pense. Et là, dans le sud du Groenland, ils commencent à apprendre la culture maraîchère. Ils n'ont jamais fait pousser de légumes, ils commencent à en faire pousser. Là où on était, il y a eu un moment une fonte un peu
peu rapide, où on s'est dit, bon, c'est quand même vraiment pas la fin de l'hiver, vers la fin du tournage, là, où on s'est dit quand même, ouais, c'est un peu tôt pour la fonte, là. Le Groenland, évidemment, c'est une terre où il y a un enjeu climatique et quasiment un enjeu de survie capital, mais il y a aussi un enjeu géopolitique, il y a toujours eu, mais encore plus aujourd'hui, peut-être depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche, parce que le Groenland est pris en étau entre la Russie et les États-Unis, et voilà que le Groenland regarde vers l'Europe, Anna. Ben oui, 40 ans après s'être battu pour sortir de l'Europe, le Groenland, qui, je le rappelle, est un territoire autonome du Royaume du Danemark, change de cap. Et il faut dire qu'effectivement, la pression de Donald Trump qui menace d'annexer le pays et la présence de plus en plus active de la Russie en Arctique, eh bien, ça fait peur. Alors, pour la première fois dans l'histoire, le Premier ministre groenlandais s'est rendu au Parlement européen le mois dernier pour y tenir un discours solennel. Et voilà ce qu'il disait. Le Groenland a besoin de l'Union européenne et l'Union européenne a besoin du Groenland. Il a au passage rappelé que son pays disposait de 24 des 34 minéraux critiques qui ont été identifiés par l'Union européenne. Et du côté des députés groenlandais, eh bien, eux, ils ont récemment créé une commission d'enquête pour évaluer l'intérêt d'une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Alors, Nicolas Dubreuil, le fait que le Groenland cherche à se rapprocher de l'Europe, pour vous, est-ce que c'est par peur d'être mangé par plus gros que soi ou c'est du pragmatisme ? C'est très pragmatique. C'est très pragmatique. Le Trump, nous on en a beaucoup parlé ici. Alors, malheureusement, j'étais pas là, j'étais au Groenland justement. Mais la vision qu'on a ici elle est très faussée par rapport à ce que la vision qu'ils ont à eux. Ils craignent rien ces gens. Hein, quoi. Ils sont beaucoup plus malins. Vos voisins, justement, vous vivez dans le nord du Groenland, c'est ça ? Oui. Alors moi, ils n'ont pas peur de Trump. Ils n'ont peur de personne. Non, pas du tout. Ça les fait rigoler. Ils l'appellent Trumpy. Ah oui. Voilà. Et en fait, mais par contre, ça dénote quelque chose de très fort. C'est cette volonté aussi de s'intégrer dans un monde moderne qu'ils maîtrisent complètement. Hein. C'est autant, et les Groenlandais qui ont joué avec nous, ce sont des chasseurs d'ours, ce sont des gens qui fabriquent leurs kayaks avec du bois de caisse, qui fabriquent leurs traîneaux et qui chassent le narval au harpon, etc. Mais c'est aussi des gens extrêmement modernes et qui ont absolument tout compris de notre monde. Et donc c'est une très bonne chose. Ils savent très bien naviguer entre les différents intérêts. Exactement. Tout compris, dites-vous. Et justement, Blanche Gardin, vous évoquiez tout à l'heure cette dimension presque mystique de votre découverte du Groenland. Votre personnage le dit d'ailleurs, Colline Morel, cette exploratrice, c'est l'endroit où redonner du sens à ma vie, dit-elle. Pourquoi est-ce que c'est l'endroit parfait à vos yeux justement pour redonner du sens à la vie, retrouver un sens à l'existence, et peut-être même d'ailleurs au-delà de l'existence à la fin, parce que c'est aussi un film qui a un rapport avec la mort, évidemment, et avec la façon d'appréhender et de vivre la mort, si j'ose dire. Oui, je crois que c'est en fait Sébastien Bette-Bédé a été bien inspiré de trouver cette porte d'entrée de la mort en fait pour parler de notre déroute culturelle et de ce malaise dans l'absence de sens en fait et qui fabrique de la souffrance psychique. Voilà, on sait qu'il y a quand même un petit souci par chez nous. Et je crois que voilà les Groenlandais ont su conserver malgré tout, parce que ça a été quand même, la colonisation danoise n'a pas été tendre. Hein. Ils sont encore en train de découvrir des trucs abominables. Mais il y a quelque chose chez eux de totalement préservé sur la croyance dans le fait qu'en fait un humain ne peut pas être un humain tout seul. C'est-à-dire qu'en fait un humain, c'est ça le Kivittok, la légende groenlandaise, c'est un humain qui, parce qu'il est banni, parce qu'il a honte, parce qu'il n'est pas content de sa vie, il s'en va du village, il part sur la banquise tout seul. Et en fait, en quittant le village et la communauté, c'est-à-dire qu'il s'exile aussi de son humanité, et c'est pour ça qu'il devient à moitié animal, moitié humain en fait. C'est qu'on ne peut pas être un humain tout seul. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose chez les Groenlandais, aussi du fait que des conditions adverses qui font que tout seul on ne survit pas, mais qui redonne un peu de sens et d'humanité. Raison de plus pour aller voir à plusieurs et en nombre donc l'incroyable femme des neiges à la recherche de notre Kivittok à nous. Ce film qui est en salle depuis aujourd'hui, ce film réalisé par Sébastien Bette-Bédé. Merci beaucoup Nicolas Dubreuil et Blanche Gardin d'être venus partager cette quête avec nous ce soir sur le plateau de 28 minutes. Merci beaucoup. On passe maintenant à notre débat du jour sur le Mercosur. À quelles conditions la France pourrait-elle ratifier cet accord commercial conclu entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud ? Quel en serait le prix pour Emmanuel Macron, qui a été interpellé aujourd'hui lors d'un déplacement à Toulouse par des agriculteurs en colère ? On en débat juste après la mise au point de Sandrine Le Canovès.
Les agriculteurs occitans en colère étaient bien décidés à dire 2 mots au chef de l'État. Ils ont pris ce matin la direction de Toulouse, où Emmanuel Macron faisait étape aujourd'hui. On ne veut pas le Mercosur, tout simplement, pour protéger notre agriculture paysanne et protéger aussi la santé des concitoyens français. Le monde agricole accuse Emmanuel Macron d'avoir opéré une volte-face sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes environnementales et sanitaires. En février dernier, au Salon de l'agriculture, le chef de l'État se disait contre. Nous sommes opposés au Mercosur tel qu'il a été signé. Avant de se montrer plus conciliant, il y a quelques jours, lors de la COP30 au Brésil. Je suis plutôt positif, mais je reste vigilant. Emmanuel Macron, qui a discuté avec une délégation d'agriculteurs cet après-midi, a tenté de rassurer, selon la ministre de l'Agriculture. Bonjour. Le projet d'accord tel qu'il existe aujourd'hui recueillera un nom très ferme de la France parce que ce projet d'accord ne protège pas les intérêts de nos agriculteurs. Déjà adopté par la Commission européenne, après 25 ans de négociations, le texte doit encore être approuvé par les 27. La majorité des États membres est pressée de signer, car si les pays d'Amérique latine vont pouvoir écouler vers l'Europe, sans frais de douane ou presque, de la viande, du sucre ou du riz, en échange, les Européens pourront exporter des voitures, des produits pharmaceutiques ou du vin. L'accord avec le Mercosur représente un marché de 770 millions de consommateurs. C'est un marché que nous devons conquérir. Alors, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, les Européens peuvent-ils faire l'impasse sur le Mercosur? Qui seraient les gagnants et les perdants de l'accord de libre-échange? Merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour essayer de répondre avec nous à ces questions. À mes côtés, Véronique Le Floch, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes présidente de la coordination rurale. Selon vous, la signature du Mercosur, c'est comme si c'était déjà fait, mais la coordination rurale, dites-vous, va tout faire pour que l'agriculture en soit exclue, parce qu'à vos yeux, les clauses de sauvegarde qu'a réclamé la France n'auraient aucun effet. À vos côtés, Elvire Fabry, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors, et selon vous, la ratification du traité aura lieu, dites-vous. Les Européens ont besoin de renforcer les liens avec les pays du Mercosur, parce que si l'Europe ne prend pas cette place, c'est la Chine qui la prendra. Et à vos côtés, Thierry Fabre, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Challenge. Et selon vous, il y a une véritable logique géopolitique pour l'Europe de se rapprocher du continent sud-américain en signant cet accord pour avoir un nouveau marché, surtout dans le contexte actuel, c'est-à-dire depuis le début de la guerre commerciale lancée par l'augmentation des droits de douane décidée par Donald Trump. Tout de suite, pour ouvrir ce débat, Marion, vous avez une déclaration du jour, enfin presque du jour. Oui, presque du jour, parce qu'elle date en fait de vendredi dernier. C'est avant la rencontre du président de la République avec les agriculteurs aujourd'hui. C'est celle du président de la FNSEA, le premier syndicat agricole sur le réseau X. Il répond donc aux propos d'Emmanuel Macron, qui s'était dit plutôt positif sur l'accord sur le Mercosur. C'est un reniement total, écrit entre autres Arnaud Rousseau sur X. Réplique cet après-midi, on l'a entendu, de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui cite Emmanuel Macron. En substance, si le traité reste tel quel, ça sera non. Alors Véronique Le Floch, vous êtes rassurée ? Non, pas du tout. Je pense que ça fait trop longtemps que ça dure. Et même si on n'est pas d'accord pour cet accord, tout le monde semble aller dans ce sens, que ce soit nos politiques, que ce soit les consommateurs. Et pourtant, on n'est pas sorti. Macron, mais là, il dit l'inverse. Emmanuel Macron n'a pas enlevé sa délégation qu'il a donnée à l'Europe. Franchement, à un moment, les agriculteurs ne croient plus personne. On nous dit, il y a 1 an et demi, en pleine crise, il faut protéger les agriculteurs, il faut qu'ils produisent. Et là, on va faire en sorte que de nouvelles productions viennent inonder nos territoires. Donc ça, ce n'est pas entendable. Et peu importe les paroles, aussi rassurantes soient-elles, ça fait comme le baromètre. C'est positif, négatif, donc ça ne convient plus. Elvire Fabry, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la position exacte, d'ailleurs, du chef de l'État, avec des tonalités un peu différentes selon les jours? Quelle est aujourd'hui la position de l'exécutif français et du gouvernement? Pas de signature du Mercosur en état, mais peut-être sous condition. Oui, mais la recherche de conditions supplémentaires, je dirais que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis déjà 2019, la France avait poussé pour obtenir plus de
de garanties, justement, pour pouvoir, au-delà des quotas qui ont été négociés, qui, il faut rappeler, sont très petits, parce que là, on se concentre sur le volet de l'agriculture. Mais il y a beaucoup de choses dans cet accord, donc je pense que ça va être aussi important de dézoomer. Mais il y a beaucoup de garanties qui ont été apportées déjà avec justement ces clauses de sauvegarde, un budget supplémentaire, si jamais il y a encore des difficultés ou une filière qui est particulièrement exposée. Maintenant, ce qui est plus en débat, c'est les mesures compensatoires qui ont été rajoutées à l'accord et qui permettent qu'il y ait une des deux parties, que ce soit le Mercosur ou l'Union européenne, éventuellement de demander de rééquilibrer les termes de l'accord si on adopte des réglementations qui changent les termes de cette... On va voir ça dans le détail. Justement, Anna, avec vous, quelles sont les mesures précises que réclame la France pour protéger son agriculture? Alors, vous l'avez dit, il y en a déjà eu en 2019, mais ensuite, dès 2024, le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, réclamait des clauses miroirs pour s'assurer que les produits importés d'Amérique latine respectaient bien les mêmes normes que celles imposées en Europe. Mais à ce jour, cette demande n'a toujours pas été traitée au Parlement européen. En revanche, face au refus de la France et de la Pologne, entre autres, de signer le traité en l'état, la Commission européenne a consenti à rédiger un accord annexe au traité avec ces fameuses mesures de sauvegarde pour les produits européens sensibles, le bœuf, le sucre et la volaille. Alors concrètement, si la quantité de bœuf argentin qui arrive chaque année sur le sol européen venait à augmenter de plus de 10%, la Commission s'engage à ouvrir immédiatement une enquête. Et même chose si, par exemple, le prix du poulet brésilien diminuait de plus de 10% par rapport à celui du poulet français. Là, ce serait vraiment un signe de concurrence déloyale. Et dans ces deux cas, la Commission européenne pourrait aller jusqu'à suspendre les droits de douane préférentiels. Mais pour le moment, il ne s'agit que d'une déclaration d'intention. Et il faut savoir que ces mesures, si elles sont appliquées, le seraient uniquement pour une période maximale de 4 ans. La France exige donc aujourd'hui que cette clause de sauvegarde soit adoptée et reconnue par les pays du Mercosur avant toute signature du traité. Thierry Fabre, est-ce que ces mesures de sauvegarde, elles ont de quoi rassurer les Français? Est-ce qu'elles les protègent suffisamment, les agriculteurs français? Alors c'est la grande question. Effectivement, beaucoup doutent de la capacité de la Commission européenne à faire face à une éventuelle invasion de produits agricoles latino-américains. On est extrêmement sceptique, on n'a pas tous les détails, mais c'est la question clé. La France est très isolée en Europe, elle s'est opposée à cet accord, parce que cet accord, il faut le rappeler, on parle que d'agriculture, mais il est global, et il a comme avantage notamment pour les industriels de pouvoir exporter beaucoup plus dans les pays latino-américains. Il va faire cet accord des gagnants et des perdants. C'est clairement les industriels, notamment en matière automobile, qui vont gagner, et notamment les Allemands. C'est clairement les agriculteurs qui devraient perdre. Il y aura forcément des perdants. Mais là, on ne parle depuis le début que des perdants, qui sont les agriculteurs potentiellement, et une catégorie des agriculteurs. Mais on oublie qu'un accord commercial, c'est un deal, et qu'effectivement, si beaucoup poussent en Europe à le faire, c'est parce qu'il y a des projections de progression d'exportation d'automobiles dans l'industrie chimique, et donc ça ouvre des marchés, un marché qui a 280 millions de consommateurs. Mais justement, Véronique Le Floch, vous, est-ce que ça vous rassure, ces mesures de sauvegarde, ou alors pas du tout? Alors, pas du tout, ça a été dit en introduction. Si je prends le filet de poulet a un coût de production moyen en Europe de 6,40 €. En France, il est plus de 20% supérieur. Comment on applique les clauses de sauvegarde? Il faut déjà que les prix français aient chuté de 20% et ensuite de 10%. Mais en France, il ne restera plus de producteurs de poulet. Déjà, même si on veut développer la production, aujourd'hui, c'est impossible. On a des oppositions en permanence. Donc, les clauses de sauvegarde, même si elles s'appliquaient, ça veut dire qu'on aurait atteint déjà une situation problématique dans nos fermes. On agite la clause de sauvegarde et ensuite, on sait qu'on aura le coup de bâton en revers, c'est le mécanisme de rééquilibrage de la part des pays du Mercosur, avec des compensations financières qui leur seront dues et qui seront peut-être payées sur le budget de la politique agricole commune. Donc, si on a ce fonds de compensation qui aujourd'hui est prévu, c'est qu'on anticipe déjà les dégâts. Elvire Fabrice, c'est terrible ce qu'a dit votre voisin à l'instant, juste Thierry Fabre, confortant d'ailleurs la démonstration de Véronique Le Floch. Thierry Fabre l'a dit, il y aura des perdants, les agriculteurs seront les perdants. Alors, dans un accord... On comprend qu'il soit en colère et qu'il soit méfiant vis-à-vis de ces fameuses clauses de sauvegarde. Alors déjà, dans un accord commercial, en effet, il y a ce qu'on appelle les intérêts offensifs ou défensifs. Il y a ceux qui non seulement sont prêts à exporter, mais qui ont besoin de ces exportations. Et aujourd'hui, on a un marché américain qui est en train de se fermer. On a un marché chinois qui est en train de
importer moins parce que la consommation est en berne. Et donc, on a des filières qui ont absolument besoin de diversifier leur destination d'exportation. Mais ça, ce n'est pas simplement les industriels et ce n'est pas simplement les Allemands. C'est-à-dire que on va les évoquer après, mais pour en rester aux perdants, comme l'évoque Thierry Fabre. J'y viens. Donc, il y aura des perdants, vous le confirmez. Les agriculteurs doivent y faire. Non. Parce que dans l'agriculture, il y a des filières qui attendent absolument cet accord. Je pense aux viticulteurs, qui en ce moment souffrent beaucoup. Ils attendent cet accord. Ils en ont absolument besoin pour compenser leurs pertes par ailleurs. La filière laitière. Je sais que vous êtes exploitante justement dans la filière laitière, mais les débats que j'ai eus avec des exploitants de la filière laitière me disaient qu'ils voient leurs exportations vers la Chine énormément baissé. C'est 13% de l'exportation de la production qui est exportée et qui aujourd'hui a besoin de trouver des débouchés alternatifs. Donc on se concentre sur des filières qui en effet sont plus exposées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont beaucoup souffrir. On a des quotas qui sont très limités. Pour la viande de bœuf, c'est 1,5% de la consommation européenne sur laquelle on abaisserait les droits de douane. Ce qui veut dire que ce n'est pas les 99 000 tonnes qui seraient importées à droit abaissé. C'est pas simplement sur la France, c'est sur l'ensemble de l'Union européenne. Thierry Fabre, concrètement, si la France dit aujourd'hui, comme elle semble le dire pour l'instant, non, nous ne voulons pas de ce traité, nous n'allons pas le signer, qu'est-ce que ça change? Au fond, rien, il va s'appliquer quand même? Alors non, il faudrait, pour bloquer le traité, il faudrait que la France arrive à convaincre 3 autres pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a que la Pologne. Voilà, et ça devrait représenter, je crois, 30% de la population européenne. Donc 35%. Donc on est loin du compte. Donc la France se sent très isolée. Donc elle essaye en fait de négocier ces fameuses clauses de sauvegarde pour dire, dans quelques semaines, allez, on signe, mais on a cette garantie. Mais elle a encore des marges de manœuvre pour négocier, la France, aujourd'hui? Alors, elle essaye de peser. Non, elle est vraiment en position de faiblesse. Mais effectivement, pour obtenir l'adhésion de la France, il faut absolument que ces clauses de sauvegarde soient plus détaillées. Mais il ne faut pas se voiler la face. On va sans doute signer. On est en position de faiblesse, donc l'accord va s'appliquer. Après, la grande question, c'est vrai que je comprends votre crainte, hein, puisque l'agriculture brésilienne est extrêmement puissante. Moi, j'ai fait un reportage dans le Mato Grosso il y a quelques années, ça décoiffe. Vous dites même rouleau compresseur. Hein. Donc c'est vraiment un rouleau compresseur, quand on voit ça, on se dit on va se faire inonder. Donc effectivement, il y a un risque, et il y a ces clauses. Mais il ne faut non plus pas crier à la catastrophe quand on voit ce qui s'est passé avec le Canada. Il y a un accord qui est le CETA. On en parlera tout à l'heure. Vous allez voir, vous anticipez sur la suite de l'émotion. Mais d'abord, vous évoquiez l'isolement de la France en Europe. Justement, Marion, il y a plusieurs pays européens qui, eux, ont hâte de mettre en œuvre cet accord du Mercosur. Oui, même la plupart de nos partenaires qui défendent cet accord et le marché commun que ça crée, 770 millions de consommateurs, 111 milliards d'euros dont ils espèrent évidemment profiter. C'est le cas du chancelier allemand et du Premier ministre espagnol. Sie kennen meine persönliche Meinung, dass das Mercosur-Abkommen so schnell wie möglich auch verabschiedet und in Kraft gesetzt werden sollte. Lo que sí que me gustaría, presidente Lula, es que bajo la presidencia brasileña podamos definitivamente culminar ese ansiado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que convertirá a ambos proyectos regionales en la mayor zona de libre comercio del conjunto del mundo. Alors c'est vrai qu'un marché de 111 milliards d'euros, Véronique Le Floch, on a quand même du mal à s'en passer, à dire non. Alors 111 milliards d'euros de marché, mais déjà un déficit de balance commerciale agricole et agroalimentaire entre 20 et 25 milliards déficitaires. Donc moi je veux bien... Mais ça veut dire qu'on vend moins que le Mercosur. Aujourd'hui on est légèrement... Parce que notre balance est positive pour l'ensemble des échanges commerciaux avec le Mercosur. À l'équilibre ou moins un milliard. Alors, allez-y, mais dans tous les cas, on sait que, vous l'avez dit, c'est un rouleau compresseur. Et si on prend la filière laitière dont vous avez parlé tout à l'heure, il faut regarder ce qui est collecté aujourd'hui dans chacune des fermes. On est autour de 100 litres dans nos fermes en France, on est à 1000, 1500, 2000 litres. Ils ont un potentiel de productivité, de compétitivité. Et je ne vois pas comment, même pour les secteurs du vin, où ils ont aussi ce potentiel, où ils sont en train de développer, même si les champagnes exportés vers le Brésil notamment ont augmenté, même en supprimant les droits de douane, ils auraient quand même acheté ces produits. Donc pour nous, agriculteurs, de voir les représentants politiques du Brésil notamment, qui ont justement dans leur feuille de route à 10 ans de développement de la production agricole, une augmentation de la production de viande bovine de 34%, 39% d'exportation. Pareil pour la volaille, ça viendra chez nous.
Elvire Fabry, parmi les secteurs industriels qui attendent cet accord, a priori, on parle beaucoup de la voiture, notamment des voitures allemandes d'ailleurs, et on voit qu'en Allemagne, l'Allemagne a en quelque sorte enclenché la marche arrière sur l'interdiction des voitures thermiques en 2035, qu'elle est tentée. Parce que c'est un débouché pour sauver l'automobile allemande, ce Mercosur ? Alors, les constructeurs, ils sont déjà présents dans les pays du Mercosur depuis longtemps. Renault y est depuis 1998, toutes les grandes marques y sont. Donc pour le secteur automobile français aussi, c'est un accord intéressant. Bien sûr. Et toute l'industrie automobile française connaît les mêmes difficultés que l'automobile allemande. Je dirais que l'enjeu, il est beaucoup plus important pour les sous-traitants, pour tous ceux qui fabriquent tous les composants. Parce que là, ils subissent une transformation de l'industrie automobile vers l'électrification qui est très problématique. On a en Amérique latine encore des marchés importants pour les véhicules thermiques. Donc, ils ont besoin encore... On peut exporter les véhicules thermiques qu'on ne voudra plus utiliser en Europe, en Amérique latine, parce que... Oui, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une priorité qui est la décarbonation, mais il y en a une autre qui est... mais ce sont des centaines de milliers d'emplois. C'est une industrie qui est à travers toute l'Europe, qui est répartie dans toute l'Europe. On a affaire à des compromis entre décarbonation, compétitivité et sécurité économique. Donc la décarbonation, elle est prioritaire. On vient d'en parler avec le Groenland. Mais la compétitivité, elle est essentielle aussi pour beaucoup de filières. Et la sécurité économique, parce qu'on a des minerais critiques en Amérique latine auxquels on a besoin d'accéder pour toute notre innovation technologique et notre capacité de défense. Et on ne peut pas isoler un facteur ou l'autre. Et le fait de se dire qu'aujourd'hui, on a une France qui est isolée sur la scène européenne sur cette question-là devrait nous interpeller. Parce qu'on a quand même une unanimité européenne importante. Thierry Fabre, on parlait des voitures, mais il y a d'autres secteurs qui peuvent gagner. Il y a l'industrie pharmaceutique, puis il y a même nos vins français. Oui, c'est ça. Donc, l'industrie, c'est très intéressant parce que donc, il y a les voitures, industrie chimique, pharmaceutique. On pourrait, par rapport aux craintes des agriculteurs, dire qu'avec cet accord, on favorise la réindustrialisation européenne. C'est ce que disent d'ailleurs les industriels en disant « laissez-nous vendre ». C'est aussi un argument pour dire que ça va favoriser l'emploi industriel. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est terrible parce que vous voyez que deux secteurs s'opposent. Un secteur agricole fragile qui va souffrir, pas tous, puisque certains espèrent, notamment les vins spiritueux, exporter aussi, et un secteur industriel qui va aussi très mal et qui voit un nouveau débouché. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Lorsque ce deal sera signé, il faudra s'occuper des perdants, parce qu'ils seront importants, mais ne pas oublier que nous avons des gagnants. Ne pas noircir cet accord et vouloir le jeter totalement. Et c'est un phénomène, une double face en quelque sorte, qu'on voit à chaque accord de libre-échange, négocié, signé, ratifié, qui entre ensuite en application. On va justement remonter 8 ans en arrière, en février 2017, lors de la ratification d'un autre traité de libre-échange qui avait fait lui aussi polémique, le traité signé entre l'Europe et le Canada, le fameux CETA. Robert Glandière élève 500 brebis qui produisent du lait de Roquefort. Il est satisfait de cet accord Canada-Europe. Celui-ci va mieux protéger le Roquefort des risques de contrefaçon au Canada. Chez Gabriel Coulet, l'un des 7 fabricants historiques de Roquefort, l'accord Canada-Europe est également bien reçu. À l'exportation, le gros pays d'exportation qui était les États-Unis, malheureusement, c'est petit à petit fermé. Donc, même si le marché canadien est un petit marché, c'est pour nous une piste très intéressante. Pour les frères Beria, c'est une mauvaise nouvelle. L'accord prévoit l'importation de 50 000 tonnes de bœuf canadien, essentiellement des bons morceaux, soit 10% des pièces nobles produites en Europe. S'il y a de l'importation, c'est sûr qu'il y aura une répercussion sur nos cours. Alors ça, c'était en février 2017, et donc 8 ans plus tard, bilan des courses, les échanges se sont développés, l'excédent européen a grimpé en flèche, y compris, et ça c'est intéressant, Véronique Le Floch, l'excédent agroalimentaire qui a triplé. Vous n'avez pas tort en fait de vous inquiéter ? Alors déjà, on est sur des petites valeurs pour l'agroalimentaire avec le CETA. Ensuite, les 65 000 tonnes de quotas de viande qui devaient venir vers l'Europe viendront peut-être un jour. On sait que l'agence d'inspection canadienne a demandé à l'EFSA, l'agence européenne sanitaire, de faire une étude pour démontrer que l'acide acéta-peroxyacétique, traduction, en fait c'est l'acide qui nettoie les carcasses pour les exporter, n'était pas nocif.
Non mais vous voulez manger de la viande qu'on utilise au Canada. Qu'on utilise au Canada. Donc à partir du moment où l'Europe pourrait lâcher là-dessus, peut-être que ces volumes viendront chez nous. Et vous savez très bien que JBS, Cargill, qui eux représentent 85% ou détiennent 85% des abattoirs au Canada, n'attendent que ce moment-là pour développer ces productions. Et de toute manière, on le voit, ça finira par arriver si on cède encore. Et sur les produits laitiers, eh bien, écoutez, c'était 15 000 tonnes qui devaient partir de l'Europe vers le Canada. Même les agences qui auraient pu accepter ces importations n'ont pas accepté tous les quotas. Donc c'est une chose, ils ne veulent pas perturber leur agriculture non plus. Elvire Fabry, tout à l'heure on parlait des perdants. Est-ce que les consommateurs ne sont pas aussi perdants? Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement pour notre sécurité alimentaire en faisant venir des produits ou de la nourriture avec des normes moins disantes que chez nous? Alors, les normes européennes, c'est les plus exigeantes en matière sanitaire, phytosanitaire. Le bœuf aux hormones, on n'en veut pas déjà depuis 1981. Il n'entrera pas davantage demain avec un nouvel accord. L'enjeu des contrôles est essentiel. Mais ça, c'est un problème, je dirais, par ailleurs, pour toutes les importations, tous les échanges, les échanges commerciaux que l'on a, sont des contrôles qui sont assurés par les États membres. Et puis la Commission européenne a la capacité de faire des audits sur place dans les exploitations. Et actuellement, il y a des moyens supplémentaires qui sont mis dans ces... notamment avec la création d'une agence pour mutualiser les données et avoir une vue d'ensemble sur le marché européen. Mais je dirais que la question des contrôles, c'est une question en soi. Là, en fait, ce dont on parle en France, ce n'est pas tellement la qualité du produit final sur lequel on surveille, c'est plutôt les conditions de production auxquelles on s'intéresse. Et c'est là où on parle des enjeux de concurrence. Et il est évident qu'on a déjà une agriculture que l'on soutient énormément parce qu'on veut la préserver, on veut garder une souveraineté alimentaire, d'où les financements de la PAC. Il y a des garanties supplémentaires dans cet accord qui sont très précises. Et on vient de le voir avec l'accord du CETA, que depuis 2017, il n'y a pas eu l'avalanche que l'on craignait, que 2% du quota de bœuf qui a été utilisé par les exploitants canadiens pour exporter. Toute dernière question, Thierry Fabre, en un mot, le calendrier, l'agenda, puisque la discussion, la négociation du Mercosur, ça dure depuis déjà un certain temps. Tout à fait. 25 ans à peu près, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, 25 ans, donc voilà. Est-ce que là, on touche au but? C'est-à-dire, est-ce que la ratification, vous disiez forcément à un moment ou à un autre, on va le ratifier, est-ce que globalement, la ratification peut survenir avant la fin de l'année, en 2026? Ça a l'air de toucher au but. Je n'ai pas d'informations sur la date précise, mais je pense qu'on voit bien le changement de ton de la France est révélateur, en fait. Après avoir dit non pendant des mois, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le 8 mai, quand on décrypte les propos du président Macron. Donc, c'est vrai qu'on s'achemine vers l'accord. Alors, juste un point par rapport à ce qui a été dit. Pour finir, l'expérience CETA, quand même, rend légèrement optimiste. C'est-à-dire que on était extrêmement inquiets. En 7 ans, on a quand même un observatoire. En 7 ans, il n'y a pas eu de déferlante qui était annoncée. Alors, donc, ce qui veut dire qu'il faut être très vigilant, mais l'expérience avec les Canadiens montre qu'on peut quand même limiter la casse. Peut-être ou peut-être pas, puisque vous n'avez pas convaincu Véronique Lefebvre. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Et maintenant, l'actualité vue par Xavier Meduet et Théophile Cossa. Aux États-Unis, Donald Trump agite l'épouvantail rouge, l'occasion de remonter à la naissance du Parti communiste américain. Et puis une comète interstellaire rarissime qui a fait un sacré bout de chemin. Bref, comment ça marche, une comète de compète? Mais d'abord, le mot vedette du jour, antivenin. Vous avez peur des piqûres de serpent? Eh bien, le docteur Thibault Nolte a la solution. Le remède qui peut vous sauver. Il vient de découvrir un antivenin universel. Ça marche très bien et c'est entendu. Le docteur Cissé doit lui injecter un antivenin. Servir à créer un antivenin. Et l'antivenin, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Antivenin, du grec ancien anti, contre, et du latin venenum, poison, désigne un sérum utilisé pour stopper les effets calamiteux de piqûres ou morsures venimeuses. Le 29 octobre, une revue spécialisée a présenté les travaux d'une équipe internationale de chercheurs qui a mis au point un antivenin de serpent universel. L'OMS recense chaque année de 1,8 à 2,7 millions de terriens envenimés par l'une des 650 espèces de serpents empoisonneurs. Entre 81 000 et 138 000 y laissent leur peau, 300 000 à 400 000 restent amputés ou handicapés. Les venins sont complexes, composés de dizaines de toxines et varient d'une espèce à l'autre, voire au sein d'une même espèce. Hélas, les antivenins existants ne sont efficaces que contre les venins à partir desquels ils ont été produits. Le marché en propose donc 127 différents.
Le nouvel antivenin universel, à base d'anticorps de lama, est efficace contre 17 des 18 serpents venimeux présents en Afrique subsaharienne, dont de terrifiants cobras, mambas ou rinkals. Dans cette quête de l'antivenin universel, d'autres chercheurs ont utilisé les anticorps humains développés par un mécanicien poids lourd américain, Zinzin, qui s'est fait mordre volontairement 200 fois par des espèces mortelles entre 2001 et 2018. De ces gamètes, les blouses blanches ont conçu un cocktail thérapeutique efficace contre 19 serpents tueurs. En 1894, Calmette a mis au point le premier sérum antivenimeux contre la morsure de cobra. Depuis, les progrès ont été minces, notamment faute de pépettes, car les victimes de morsures de serpents sont issues de populations rurales pauvres. L'Inde concentre la moitié des décès mondiaux. Avec l'antivenin universel, c'est anticorps contre antisocial. Gardez votre sang-froid, Thibault Nolte. Merci Thibault. Xavier, Théophile, salut les deux gars. C'est maintenant l'heure de vos chroniques. Xavier, on va commencer avec vous. Aux États-Unis, après Halloween et en attendant Thanksgiving, voilà donc que Donald Trump a inventé de nouvelles festivités, la semaine de l'anticommunisme. L'occasion, Xavier, de nous raconter la naissance du Parti communiste américain. Oui, Renaud, en octobre 1917, les États-Unis sont saisis par une peur rouge. Ils viennent d'apprendre qu'en Russie, les bolcheviks ont pris le pouvoir. Alors, il faut rappeler, contexte particulier, les États-Unis, quelques mois plus tôt, ont abandonné leur neutralité. Ils sont entrés dans la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, dans la foulée, ils ont fait voter une loi sur l'espionnage, histoire de contrer la propagande de l'étranger. L'étranger, ça pose un problème, vraiment. Ils ont peur des communistes. Oui, alors, il faut rappeler aussi qu'au parti, il existe un parti socialiste aux États-Unis. Ça, c'est un parti qui est là, mais qui est regardé quand même avec méfiance, parce qu'il y a comme un amalgame qui est fait entre socialisme, syndicalisme, anarchisme, et l'anarchisme qui, d'ailleurs, au même moment, a des militants qui font le choix de l'action violente. En 1901, vous avez le président des États-Unis, McKinley, qui est assassiné par un anarchiste d'origine polonaise, mais né aux États-Unis. Il s'appelle Léon Czolgosz. Et vous voyez là, tout de suite, à la condamnation politique se mêle aussi un discours raciste. Enfin, les étrangers font peur. Vous savez, l'idée que ces immigrés venus d'Europe centrale, d'Europe de l'Est arrivent avec dans leurs valises tout un tas d'idées qui sont extrêmement dangereuses. Donc, entre xénophobie et discours politique, tout ce qui est lié au socialisme dérange, fait peur. Remarque, cependant, dans le monde ouvrier, c'est pas le cas. Si on regarde le résultat des élections présidentielles de 1912, vous avez le candidat socialiste, Eugène V. Debs, qui obtient 6% des voix. C'est le record. Ils n'ont jamais fait plus, les socialistes, aux États-Unis. Mais en tout cas, tout s'accélère au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1919, Lénine crée la Troisième Internationale, l'Internationale communiste, le Comintern. Et là, les socialistes se déchirent. Et tout de suite, en 1919, on est au mois de septembre, aux États-Unis, est créé un parti communiste des États-Unis d'Amérique. On sait bien, en France, c'est le même phénomène. L'année suivante, en 1920, le congrès de Tours, socialistes et communistes, décident de prendre des voies séparées. Mais c'est bien dire que dès 1917, il y a une peur rouge aux États-Unis. Il n'y a pas que celle que nous connaissons tous, celle des années 1950, avec le macartisme, là aussi teintée de xénophobie, les époux Rosenberg qui sont exécutés. Et aujourd'hui, avec Trump, toujours cette association, le discours politique, on en pense ce qu'on veut, mais l'association avec la xénophobie, ça c'est une chose. Donc face aux communistes, disons qu'ils sont vraiment un coco rigible. Oh là là, tout ça pour ça. Bravo Xavier, vous m'épatez toujours, notamment votre si longue mémoire. On va enchaîner avec vous, Théophile, et vous allez nous emmener dans l'espace à la découverte d'une comète, pas n'importe laquelle, une comète interstellaire. C'est très rare, c'est ça. Et elle traverse en ce moment notre système solaire. Ouais, une comète qui vient d'ailleurs. Elle s'appelle 3I Atlas. Atlas du nom du télescope qu'il a découverte. Et 3I parce qu'il s'agit de la 3e comète interstellaire jamais observée dans l'histoire. Interstellaire, comprenez, qui ne vient pas de notre système solaire, à ne pas confondre justement avec galaxie. Parce qu'elle vient bien, cette comète, de notre galaxie. Vous savez, dans la galaxie, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, donc elle peut venir de loin, surtout qu'elle se déplace très vite, plus de 200 000 km/h, 61 km par seconde, c'est-à-dire que c'est 3 à 5 fois supérieur à une comète classique. Concernant sa taille, on ne sait pas encore trop. Grosso modo, on estime que le noyau fait entre 400 mètres et 5 km, donc c'est assez large, 5 km de diamètre. Et quant à sa constitution, là aussi, ça reste encore à préciser, mais en gros, une comète, c'est de la roche et de la glace compacte, glace qui fond lorsque la comète s'approche d'une étoile. Vous savez, l'eau solide devient gazeuse et libère tout un tas de poussière, ce qui forme derrière elle ce qu'on appelle, vous savez, sa chevelure
qui est voilà, cette fameuse traînée lumineuse. Et en ce moment, elle est donc en train de passer tout près de notre Soleil, c'est ça? Ouais, enfin tout près, à 203 millions de kilomètres, toute proportion gardée. Ouais. Le point le plus proche entre le Soleil et sa trajectoire, c'est là que c'est le plus intéressant de l'observer. Et oui, parce que plus la comète est proche du Soleil, plus il fait chaud et plus elle dégaze, ce qui permet aux astrophysiciens d'analyser plus facilement sa composition chimique. Mais manque de peau, en ce moment, on ne peut pas l'observer depuis la Terre parce qu'elle se trouve derrière le Soleil. Et qu'il est mort le Soleil, comme chantait Michel Thor. Ouais. Mais coup de bol, l'Agence spatiale européenne a envoyé en 2023 la petite sonde JUICE qu'on voit à l'écran vers Jupiter. Elle doit arriver en 2031, un peu de chemin, la petite sonde. Et justement, cette sonde, sur le chemin, elle n'est pas loin de la comète en ce moment. L'Agence européenne lui a donc dit, tiens, prends-nous des photos. La comète réapparaîtra, elle, dans les télescopes de la Terre d'ici fin décembre. Et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre, Théophile? Beaucoup de choses. On espère notamment sur la composition des objets et planètes en dehors du système solaire. Surtout que, tenez-vous bien, cette comète, elle a dû en voir du pays. Les scientifiques estiment qu'elle aurait plus de 7 milliards d'années. Pour rappel, notre système solaire, lui, n'aurait que 4,6 milliards d'années. De quoi, évidemment, créer plein de fantasmes sur Internet. Pour certains, il s'agit ni plus ni moins d'un vaisseau extraterrestre en transit. Alors, je vais vous décevoir. Les scientifiques sont formels. Il ne s'agit pas de Capitaine Flamme. Qui vient d'une autre galaxie. Oui, qui vient d'une autre galaxie. Très bien, vous suivez. Mais ce qui est sûr, c'est que cette comète n'a pas fini sa route. Elle va continuer après notre système tranquillement sa course vers l'infini. Et au-delà. Et au-delà, bien sûr. Et voilà qui va rassurer, vous savez qui? Nicoletta, c'est elle qui chantait que le Soleil était mort et pas Michel Thor. On confond Nicoletta et Michel Thor. Ouais, je peux revenir quand même? Oui. Merci de votre indulgence. Bravo Théophile. Merci à tous les amis. Merci de votre fidélité. À demain, 20h05. Tchuss.